Le foot en Normandie, c'est maintenant sur tendanceouest.com. Salut les amis et bienvenue dans votre Club Hack Hebdo avec cette semaine encore énormément de sujets. Pourquoi ? Parce que le Hack n'a pas confirmé ou confirmé en partie ou pas du tout confirmé. On verra les avis des uns et des autres dans cette émission. Bref, le Havre a fait match nul contre Dunkerque et ça ne fait pas avancer le problème pour les hommes de Paul Le Guen. Et pour parler de cette 26e journée de Ligue 2, il est avec nous aujourd'hui. C'est Adrien Casanova du Courrier Cauchois. Salut Adrien. Salut Sylvain, bonjour à tous. Salut à toi Christophe Lécuyer d'RMC Sport. Salut Sylvain, bonjour à tous. Et salut à toi Aurélien Renaud de Foot Normand. Salut Sylvain, salut à tous. Ouais, j'ai changé d'employeur là en une semaine. Multicarte, il en a tellement. Messieurs, on va plonger dans le vif du sujet dans ce match entre le Hack et Dunkerque. Match nul, petit, trop petit match nul, Adrien Casanova. Oui, petit match nul. C'est vrai qu'au niveau du jeu, de la forme, en tout cas, ça a été moins bien que ces dernières semaines. On avait retrouvé un Hack qui était un petit peu plus consistant ces dernières semaines à Châteauroux et devant le PFC notamment. Là, ça a été un petit peu plus difficile. On a vu des Havrais qui ont notamment pêché en termes de réussite. Et puis même sur l'ensemble de la partie, le Havre, même si les Havrais sont créés beaucoup d'occasions, on a senti que c'était plus poussif. Bon, après, ça reste, il faut quand même retenir le retour au score, car encore une fois, le Havre ne perd pas et on est quand même sur une série d'invincibilité qui commence à durer maintenant. Donc c'est le point positif qu'on peut retenir, mais malheureusement, c'est encore juste. Et puis, voilà, le haut du tableau s'éloigne et le bas du tableau aussi s'éloigne, donc ça laisse augurer une fin de saison peu emballante. Ouais, la fin de saison peu emballante, vous en êtes aussi dans cette analyse, Christophe Lécuyer d'RMC Sport. Les Havrais vont finalement être condamnés à rester en milieu de tableau. Ouais, c'est dommage parce que, encore une fois, on a le sentiment de se répéter chaque saison, quoi. Chaque saison, on pense que ça peut être la bonne. Il y a une dynamique à un certain moment de la saison qui nous permet d'espérer. Et puis ces tournants, cette équipe havraise a toujours autant de mal à les négocier. Et puis il y a cette irrégularité chronique qui l'empêche de pouvoir espérer sur la durée. Et effectivement, là, je partage l'analyse. 11 points, je crois, d'avance sur la place de barragiste. Il ne peut pas se passer grand-chose de mal, mais 10 points aussi de retard, ou voire peut-être un peu, enfin une dizaine de points, je crois, de retard sur la 5e place. C'est quasiment aussi la fin des illusions pour espérer une place qualificative pour les playoffs. Donc c'est bien dommage quand même, après 26 journées, de devoir déjà renoncer à de plus belles ambitions. On est aux 2 tiers du championnat, tout pile, Aurélien Renaud de Foot Normand. On est tous d'accord pour dire que les ambitions sont impossibles à trouver. Le danger est impossible à trouver, mais j'ai l'impression que vous n'allez pas être d'accord. Si, moi je suis d'accord. J'étais déjà d'accord la semaine dernière. J'ai pas eu besoin d'attendre Dunkerque, ni Pau d'ailleurs. Non, mais Dunkerque est une confirmation finalement des mots qui rongent ce groupe havrais depuis le début de saison finalement. Ouais, alors moi sur ce match-là, alors je suis d'accord avec ce que disait Adrien tout à l'heure. C'était pas le match le plus emballant, mais j'ai pas envie d'être non plus trop dur avec le Hack parce qu'ils se sont mis effectivement en mauvaise posture quand ils ont encaissé cette ouverture du score en deuxième période, mais j'ai trouvé qu'il y avait une capacité de réaction que ils n'avaient pas forcément au début de championnat. Donc il y a quand même quelque chose qui, à mon avis, se crée. Pour cette saison, c'est râpé, mais peut-être qu'il y a de l'espoir à avoir parce que j'ai trouvé que vraiment face à Dunkerque, comment ils ont eu le mérite de se révolter un minimum avec leurs armes, et puis il y a eu des occasions franches. Je pense à ce face-à-face de Thierry qui est mal négocié. Je pense il y a eu pas mal de choses aussi au début du match. Qui est bien négocié par la poitrine de Maraval surtout. Ou sa tête aussi. C'est bien d'assommer le gardien pour le forcer après à rater sa sortie pour avoir un pénalty. C'est stratégique. C'était pas le pire match du Havre et moi je vais retenir que la série reste positive. Ça fait 8 points sur les 12 derniers possibles, je crois. C'est pas si mal. Christophe Lécuyer, on est dans une situation où on a 12 matchs à jouer pour un club professionnel, sans rien à craindre, sans rien à espérer. On en fait quoi de ces 12 matchs ? On attend le derby contre le Stade Malherbe le 12 mars. Le 15 à 20h45, lundi 15 à 20h45. Ouais, tout à fait, autant pour moi. Mais on attend le derby et non, blague à part... il reste que ça, on a presque envie de dire qu'il reste que ça. C'est quasiment le seul piment de la fin de la saison. Et encore une fois, c'est dommage parce que je suis convaincu qu'il y avait mieux à faire, même si, vous le savez, j'ai quand même beaucoup de doutes sur la qualité de cette équipe havraise. Je pense que tout pendant que, ça je pourrais le répéter à toutes les émissions, tout pendant que le président Volpe n'aura pas décidé d'avoir une vraie équipe compétitive capable de jouer à la montée, on aura des moments d'espoir.
dans la saison et on aura aussi et surtout beaucoup de moments de désespoir comme ceux qu'on connaît en ce moment. Je pense que à un moment donné, il faudra être capable de mettre le paquet si vraiment le Havre veut avoir un maximum de garanties. Il y a toujours une part d'aléatoire et c'est ce qui fait le charme du sport, évidemment, mais il faut avoir un minimum de garanties. Et là, je pense qu'avec cette équipe-là, le Havre n'en a pas. Adrien Casanova, ce manque de garantie, il condamne les Havrais à faire, là on en est à 12 saisons d'affilée en Ligue 2, 15, 20 saisons, s'il n'y a pas d'ambition. Parce que on se demande quelle est l'ambition, effectivement, et là je rejoins Christophe, du président Volpé. C'est ça qui est assez terrible. On se demande quelle est son ambition. C'est terrible parce qu'en plus, tous les ans, il le rappelle. Pour lui, l'ambition, elle est claire, elle est nette, c'est la montée en Ligue 1. Et à côté de ça, il n'y a pas les moyens qui vont avec. Donc oui, c'est malheureux. Je pense que l'objectif là, pour les Havrais, au-delà de ce derby face à Caen qui va arriver prochainement, c'est surtout en fait, de valider au plus vite le maintien pour se tourner vers la prochaine saison et justement essayer de construire un effectif qui sera capable enfin de jouer les premiers rôles. J'espère que le président Volpé entendra les réprimandes, un petit peu les complaintes des supporters havrais qui réclament justement ce collectif un peu plus rodé, un peu plus capable justement d'aller jouer les premiers rôles en Ligue 2. Il faut trouver des joueurs maintenant qui ont des profils qui sont en mesure de porter le Havre vers l'élite. Ils ont perdu des joueurs importants ces derniers mois. On a évoqué plusieurs fois le cas de Tino Kadewere. Il y a eu Pagaille, il y en a eu plusieurs. Maintenant, il faut trouver des joueurs solides, vraiment aguerris au niveau de la Ligue 2 pour construire autour de cet effectif-là. Et puis aussi, quand on voit aujourd'hui les prestations, on commence aussi à songer aux prolongations. Je pense notamment à Alexandre Bonnet qui fait une fin de saison intéressante malgré son âge avancé qu'on avance régulièrement. Il faut construire autour de ces gens-là qui font partie de l'âme du club et puis faire venir du sang neuf qui pourra permettre au RAC de vraiment basculer durablement, du moins sur la partie haute du classement de Ligue 2. Aurélien Renaud de Foot Normand, vous gardez qui dans cet effectif en priorité ? Mais c'est magnifique, je voulais aborder ça avec vous. Mais justement, en fait, dans cet effectif, vous gardez qui en priorité ? Je vais vous donner le nom de celui qu'ils vont certainement pas garder. On en a déjà parlé la semaine dernière, c'est Monsieur Mayembo, qui va être difficile à garder, j'imagine, parce que côté de Pierre Gibaud, je pense que c'est les satisfactions du HAC. Je pensais que Jamal Thiaré, effectivement, était certainement sur sa dernière année au HAC, parce que l'année dernière c'était quand même prometteur. Là, je vois pas vraiment quelles sont ses possibilités ailleurs à Jamal Thiaré. Dans cet effectif, en fait, c'est un petit peu peut-être l'avantage du Havre de faire une saison un petit peu moyenne, c'est que vous avez certainement pas beaucoup de joueurs qui vont être demandés. Enfin, c'est mon impression. Donc à partir de là, vous pouvez aussi vous dire que l'objectif de ces 12 derniers matchs, comme on l'a cité, c'est essayer de faire en sorte que ce socle de joueurs se renforce, et puis vous venez après, au moment où le mercato va s'ouvrir, rajouter 2-3 petites pièces sur là où ça peut manquer. Ça peut peut-être être une saison où il n'y aura pas de perte majeure comme celle de Kadewere. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, Christophe Lécuyer, ou est-ce qu'il faut faire vraiment le ménage et bâtir un nouveau groupe ? Faudra le renforcer, en tout cas, ça c'est une évidence. Il faudra amener beaucoup de talents supplémentaires. Sans plus-value, sans vraie plus-value, pour moi, cette équipe, elle est incapable de prétendre à une meilleure place que celle qu'elle occupe actuellement. Alors, sur un malentendu, il lui manque trop de joueurs clés à trop de postes, finalement. Oui, bien sûr. Oui. Je pense qu'il y a un recrutement qui est trop risqué, en fait. C'est-à-dire que vous ne tentez que des paris, mais vous n'avez pas suffisamment de valeur sûre, de joueurs chevronnés à la Ligue 2, suffisamment jeunes encore pour pouvoir porter un vrai projet de montée, ou des joueurs expérimentés de Ligue 1, qui sont peut-être en fin de carrière, mais qui ont encore 3-4 belles années à donner. Moi, je pense que le recrutement du Havre... Depuis quelques années maintenant, s'apparente à un jeu qui est trop risqué et pour moi c'est trop compliqué. Il suffit pas d'amener un entraîneur chevronné comme Paul Le Guen avec tout le mérite qu'il a, parce que je suis convaincu que c'est quand même un entraîneur qui a évidemment des compétences, il a un vécu, une expérience qui parle pour lui, mais ça suffit pas. Vous pouvez mettre l'entraîneur que vous voulez, si vous n'avez pas l'équipe compétitive, ça peut pas fonctionner et il y a trop de lacunes dans cette équipe et ça se voit dans le sens qu'elle est incapable d'être régulière dans la performance. La régularité, on va chercher à enfin la trouver. Il y a moins de défaites, Adrien Casanova du Courrier Cauchois. Il y a une vraie série de non-défaites. J'ai pas envie de dire de victoires parce qu'il y en a très peu finalement au cœur de cette série des victoires. Mais de non-défaites en tout cas qui est en train de se mettre en place. Sauf que, et là on en vient au prochain week-end, j'ai l'impression que c'est le match où le Havre peut perdre à Pau samedi. Vous en pensez quoi, Adrien ? Oui, c'est une possibilité aujourd'hui avec l'AC, c'est très difficile de parier sur leurs résultats. Malgré cette série, on reste toujours sceptique sur la capacité du Havre à replonger, à retomber dans ses travers. Oui, ça ressemble au match piège, un déplacement lointain, une équipe qui lutte avec
acharnement pour son maintien. C'est parfaitement le match piège. Ce sera au Havre maintenant d'éviter ce piège. Justement, l'objectif, je pense, c'est là pour les Havrais, c'est de maintenir cette série d'invincibilité le plus longtemps possible et puis essayer de grappiller quelques places. Alors de toute façon, je pense que c'est trop tard, on le disait tout à l'heure, pour aller chercher les places de barragistes. Mais voilà, c'est essayer de finir la saison sur une forme qui sera la plus intéressante possible. Donc oui, les Havrais devront essayer d'enchaîner, mais ce sera un match compliqué. Aurélien Renaud, Pau, attention. Croqueur de gros, comme Rodez peut le faire, par exemple. Oui, c'est ce que disait l'intervenant de FFF TV la semaine dernière. C'est pas gagné de jouer contre ces équipes-là, Dunkerque et Pau. C'est des équipes qui sont forcément pièges. Alors, finalement, si vous cherchez un petit peu à trouver une fonction au Havre dans cette fin de saison, ça va être clairement l'arbitre par excellence parce que le calendrier va être corsé. Alors, il y a Pau, pour moi, je le mets vraiment dans les matchs compliqués, mais au même titre qu'ils vont affronter les 5 premiers. Il va y avoir Grenoble, il va y avoir Auxerre, il va y avoir Clermont, il va y avoir Toulouse. 3 au dernier match. Ils ont finalement, dans cette phase retour, pas encore joué les équipes qui sont à la lutte pour la Ligue 1. Donc déjà, ça va être costaud. Et d'autre part, le comportement que le Havre va avoir sur cette fin de saison risque... Ouais, mais bizarrement, on doute moins du comportement du Havre face aux gros que face aux équipes qui jouent le maintien, finalement. Il y a un autre voisin qui est à peu près pareil. Suivez mon regard. Oui, on va pas le citer. Mais mais moi, par exemple, je doute par contre de la fin de saison du Havre quand vous êtes un petit peu déconcerné par le moindre enjeu, de vous retrouver face à ces adversaires-là, parce qu'ils vont avoir l'agnac. Même les équipes qui vont pas jouer les 2 premières places, si vous jouez 5, 4 ou 3, c'est pas du tout la même chose. Elles vont se battre, même si elles ont assuré le top 5, elles vont se battre jusqu'au bout pour gratter la meilleure place possible dans ces barrages pour la Ligue 1. Donc le Havre, l'équipe n'aura pas la vie facile. Et je crois que vous ajoutez à ça Sochaux, Ajaccio. Sochaux, Ajaccio, Rodez et Chambly. Voilà la fin du menu et les 5 premiers que vous avez cités. Bon courage, voilà. Ça va être sympa. Un avis sur ce match à Pau, Christophe. On l'a dit, c'est un match dangereux pour une équipe qui n'est pas forcément tellement guérie, du Havre. C'est un match lointain face à une équipe qui joue le maintien, qui, sans lui faire ombrage, n'a pas le prestige de la plupart des adversaires de Ligue 2. On a la sensation qu'on peut vite se rater sur un match comme ça. Je pense surtout que ce que viennent de dire mes 2 collègues reflète tout à fait les propos que j'ai tenus avant. Ça veut dire que quand on en arrive à dire que Dunkerque et Pau sont des matchs pièges pour le Havre, on a à peu près tout résumé, quoi. Ça veut dire qu'on n'a aucune certitude, parce qu'effectivement, quand vous allez jouer les premiers, vous vous dites que vous allez aussi avoir des matchs compliqués, parce qu'il y a des équipes qui sont concernées par la montée, mais vous n'avez aucune certitude chez les équipes qui jouent le maintien, parce que c'est des matchs pièges. Donc ça veut dire qu'il n'y a jamais de certitude avec cette équipe, quoi. Donc alors ok, j'entends le contexte lié au fait que oui, mais nous, on n'a plus grand-chose à jouer. Enfin, même quand on avait effectivement la carotte et qu'on avait encore de l'ambition, on n'était pas capable de les gagner souvent ces matchs-là. Donc cette équipe, encore une fois, on n'a jamais de certitude, quoi. On n'a jamais de certitude avec et la 9e place, je pense qu'elle reflète pour l'instant, hélas, j'ai envie de dire, la vraie valeur de cette équipe havraise. Rendez-vous samedi soir à partir de 19h et cette rencontre entre Pau et Le Havre sera à suivre en fil rouge sur tendanceouest.com pendant la rencontre entre Caen et le Paris FC qui aura lieu en même temps et quant à elle en direct intégral. N'oubliez pas, rendez-vous pour suivre ce Pau-Le Hack en fil rouge. Merci messieurs d'avoir débattu de l'actu du Hack, mais on n'en a pas terminé. On va filer dans la Nationale 2 parce que oui, ça reprend. Le foot en Normandie, c'est maintenant sur tendanceouest.com. Et oui, c'était la nouvelle. La Nationale 2 reprend. Alors ça planait dans l'air depuis quelques temps, on sentait évidemment un petit frémissement depuis le retour de la Coupe de France. Ça y est, on le sait depuis quelques jours, le FC Rouen, le Stade Malherbe de Cambé et l'US Granville vont avoir droit de retrouver le terrain. On commence par le FC Rouen, très ambitieux au demeurant dans cette Nationale 2 avant la mise en sommeil du championnat. Adrien Casanova du Courrier Cauchois, il en dit quoi David Giguel de cette reprise ? Il est forcément heureux. Je pense que c'était une reprise que tout le monde attendait. Les Rouennais s'entraînent depuis maintenant plusieurs mois sans réel objectif. Alors, il y avait eu des objectifs qui étaient revenus avec la Coupe de France, mais leur éviction contre Quevilly-Rouen Métropole avait finalement annihilé tout cela. Donc là, oui, ils vont à nouveau avoir un cap et puis des échéances à venir. Donc, c'est forcément une bonne chose pour le FC Rouen. Par contre, maintenant, il ne va pas falloir se louper puisque la formule qui a été décidée par la FFF va obliger le FC Rouen à essayer de finir dans le haut du
du tableau pour s'éviter tout risque. Alors la relégation, c'est un bien grand mot, hein, mais pour s'éviter tout risque en fin de saison. Donc voilà, là c'est clairement 7 matchs qui restent à jouer pour le FCR, ça va être 7 finales, et puis essayer de prendre le maximum de points, puisque voilà, Rouen va essayer quand même de jouer un rôle, hein. Son ambition en début de saison c'était la montée, donc voilà, ils voudront jouer un rôle, et voilà, ils vont tout donner pour essayer de finir le plus haut possible. Aurélien Renaud de Foot Normand, l'US Granville de l'autre côté de la Normandie reprend aussi, alors peut-être avec des ambitions moindres que celles des Diables Rouges. Des ambitions moindres, oui et non. Déjà, les deux équipes, elles vont se rencontrer. Donc, l'écart qui est en ce moment au classement, c'est 1 point en faveur de Granville, mais un match en avance sur le FC Rouen pourrait se jouer, se décider en tout cas et s'annihiler sur cette rencontre-là. Après, en fait, la formule de la FFF, par rapport à celle qu'on pouvait imaginer, parce qu'on avait parlé d'un système de play-off, mais en mode coupe. C'est-à-dire, le premier joue contre le 8e, et ainsi de suite, et on descend jusqu'à une finale d'accession. Ça, on l'avait peut-être un peu évoqué, mais ça n'a jamais été finalement officialisé. On est parti sur quelque chose où l'avance actuelle des équipes de tête va être maintenue jusqu'au bout du championnat. Pour le FC Rouen, c'est le même nombre de matchs que le leader, le Saint-Privé Saint-Hilaire FC, et vous vous retrouvez avec 10 points de retard, 10 points à combler sur une fin de saison où vous allez essentiellement jouer des équipes de haut de tableau dans un championnat qui sera plus homogène que jamais. J'ai l'impression, en tout cas en tant qu'observateur, que 10 points à reprendre sur Saint-Privé-Saint-Hilaire, c'est compliqué. Et qu'en plus, si Saint-Privé-Saint-Hilaire s'effondre, vous avez la lutte avec Châteaubriand, qui est juste incroyable en ce moment parce que leur parcours en Coupe de France est exemplaire. Ils viennent de sortir les herbiers. J'ai l'impression qu'en fait, Granville et Rouen vont partir de trop loin sur le nombre de matchs qui va rester à disputer. C'est-à-dire, si je ne me trompe pas dans mes calculs, c'est 13 pour Granville, 14 pour Rouen. C'est trop loin pour vous. Adrien Casanova, vous êtes d'accord avec ça ? Tout à fait, ouais. Je pense que l'écart est aujourd'hui trop important. Il reste peu de matchs au final. Enfin, il en reste beaucoup, mais face à des concurrents qui vont être, sur la deuxième partie de saison, si le Rouen arrive à finir dans les 8 premiers, qui vont tous jouer le haut du tableau, ce sera des matchs à chaque fois accrochés. Ça va être difficile d'aller chercher uniquement des victoires. Ça va être, je pense que ça sera très compliqué pour le FC Rouen. On les suivra en tout cas, les Rouennais et les Grandvillais dans ce championnat national 2, tout comme les réservistes cannais qui eux aussi vont pouvoir fouler à nouveau les terrains en mode match. Et là je me tourne vers Christophe Lécuyer parce qu'il y a d'autres divisions qui elles n'ont pas vu la réouverture de leurs portes. C'est les National 3 partout en France et toutes les divisions régionales et départementales. Christophe, ça veut aussi dire ça, la reprise du National 2. C'est qu'en creux, pas question de reprendre les divisions inférieures. Oui, indirectement, c'est le message qui a été adressé. Alors, j'ai pas la prétention d'être dans le secret des discussions qui ont pu avoir en haut lieu. Ce qu'on peut néanmoins imaginer, c'est qu'il y a eu une vraie pression des clubs de National 2 qui tenaient à reprendre leur championnat. Ça convenait plutôt bien à la fédération qui avait besoin aussi de remettre un enjeu sur le National 1, qui lui joue depuis toujours. Or, si effectivement il n'y a pas de championnat National 2, ça veut dire qu'il y a des clubs de National 1 qui vont pouvoir le finir en roue libre, parce que ça signifie pas de relégation de National 1 en National 2. Donc pour qu'il y ait des relégations, il faut évidemment que le N2 puisse reprendre son championnat. Alors vous allez me dire maintenant, c'est le même mécanisme. Si le N2 reprend, il n'y aura pas de descente de N2 en N3 si le N3 ne reprend pas, évidemment. Mais non, mais la question elle est là, messieurs, parce qu'on a tous évoqué des poules d'accession et des poules de relégation dans les groupes de N2, mais finalement il n'y aura pas de relégation tel que c'est parti. Si le N3 reprend pas, je vois pas comment il peut y avoir des relégations parce que vous allez inévitablement mettre les groupes de N3 en surnombre la saison prochaine. En fait, la division balance, c'est la National 2 qui est le plus proche du professionnalisme. Parce qu'on va pas se mentir, tous les joueurs sont sous contrat et vivent du football. Bien sûr. Quelle qu'en soit la somme, mais ils vivent tous du football. Donc on a mis la division bascule ici pour se dire, on va comme ça produire les descentes de National 1 comme elles doivent être faites, compensé simplement par des montées de National 2. C'est ça l'idée ? Je pense que c'est ça l'idée et je pense que ça correspond aussi évidemment à la volonté du président Le Graët de relancer le championnat national 2 pour donner une suite favorable aux requêtes justement de ces clubs de N2. Et d'après ce que j'en sais, ça résulte aussi de la discussion qui a pu avoir lieu entre le président Le Graët et le chef de l'État Emmanuel Macron. Le chef de l'État qui aurait dit en substance à Le Graët, je veux bien faire un effort, ok, sur le côté, les joueurs de N2 sont entre guillemets des joueurs professionnels ou pseudo-professionnels, mais ne m'en demandez pas trop dans le contexte actuel, n'allez pas jusqu'à me demander de vous donner un feu vert pour reprendre les matchs de N3, de régional et les matchs départementaux. On va pas se mentir, messieurs, les matchs ils sont pliés à partir de quelle date toute éventuelle reprise, c'est d'ores et déjà plié pour la N3 et en dessous.
Écoutez, Noël Le Graët a dit. Alors attention, parce que si Noël a dit, là, on note. Je crois que Noël Le Graët a dit que la date, l'ultimatum en fait, pour pouvoir reprendre les championnats, c'était fin mars. Je crois avoir lu ça. Oui, c'est ça, dernier week-end de mars. Voilà, il est attendu dans la région et j'aurai l'occasion de le croiser en cette fin de semaine à Lisieux, donc j'aurai l'occasion de lui poser la question de vive voix. Mais jusqu'à présent, effectivement, ses propos, c'est ça. Or, pas plus tard, je crois qu'aujourd'hui ou hier, la Ligue d'Occitanie a communiqué sur le fait qu'il n'y aurait pas de reprise des championnats régionaux, pas plus que du N3, sur le mois de mars. Donc, si on fait la corrélation entre les deux, il n'y a pas besoin d'avoir un esprit de déduction très poussé pour deviner que c'est sûrement plié, oui. Un petit supplément, pas forcément prévu, mais à vous, le président de club, Christophe Lécuyer, pour finir cette partie un peu régionale et niveau fédéral. Ça coûte combien une deuxième saison blanche ? Honnêtement, c'est difficile à dire encore aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup d'éléments qu'on ne maîtrise pas sur ce qui va se passer au printemps. Et j'en discutais avec quelques. Voilà, quelques soyons présidents. clairs, Christophe, si ça ne reprend pas, ça fera quasiment 2 saisons blanches. Ouais, mais l'année dernière, faut avoir l'honnêteté de le dire. L'année dernière, les clubs n'ont pas perdu beaucoup d'argent, que ce soit des clubs de N2 ou de N3, parce que il y a eu certes des recettes en moins, mais qui ont été compensées par des économies de dépenses et par les aides qui ont pu être allouées. Jusqu'à présent, au jour d'aujourd'hui, je parle en tout cas des clubs qui, comme le nôtre, vivent une saison en pointillé parce qu'on a repris, on s'est arrêté, on a encore des aides. L'interrogation, c'est ce qui va se passer dans les prochains mois parce qu'on a conscience qu'évidemment, certaines aides vont s'arrêter. Je pense notamment au soutien mis en place sur le chômage partiel. Ce qu'on ne maîtrise pas non plus, c'est dans quelle mesure, et je pense que beaucoup de clubs sont dans notre cas, on envoie, vous savez, les partenariats, les mécénats, sur les mois de mars, avril, mai, dans quelle mesure les partenaires sur cette fin de saison vont être en capacité d'accompagner les clubs. Honnêtement, c'est difficile. Jusqu'à présent, les clubs puisent dans leurs réserves, souffrent évidemment, mais tiennent. La question, c'est de savoir s'ils pourront tenir à ce rythme-là très très longtemps. Moi, ce qui m'inquiète surtout, c'est effectivement, c'est à partir du printemps et c'est ce qui va se passer la saison prochaine. Voilà. Ça, aujourd'hui, il y a encore beaucoup d'inconnus. Adrien Casanova du Courrier Cauchois sur le nord et l'est de notre région. On est dans le même principe, des clubs qui, comme celui de Vire dans le Calvados, pour l'instant tiennent, mais ça va pas durer longtemps. Oui, je pense que c'est exactement ça. La situation, à mon avis, elle est la même partout en France. C'est une situation qui est compliquée. Je ne sais pas quelle est la meilleure solution. Moi, je pense que, j'en discutais avec Romain Ferré, notamment le président du district de Seine-Maritime il y a peu, et lui, personnellement, en tout cas, privilégierait une saison blanche et puis de donner la possibilité, si tant est que le contexte sanitaire le permette, d'organiser des tournois, des choses pour les clubs, en fait, pour que les petits clubs, notamment au niveau local, départemental, puissent se refaire une trésorerie un petit peu et puissent retrouver un petit peu de santé et de couleur dans les prochaines semaines. Christophe. Ouais, aujourd'hui, ce que j'en sais aussi, c'est qu'a priori, ce qu'il résulte des discussions, parce que la fédération planche évidemment sur le N3 et in fine sur les championnats régionaux, on ne nous parle plus, à notre niveau du moins, de play-off. Ça, c'est terminé. Les deux hypothèses sur lesquelles on planche, c'est soit une reprise des compétitions fin mars, même si on a bien compris que ça semblait compromis, pour y disputer la fin des matchs allés. Et qu'est-ce qui se passe ensuite ? Est-ce qu'on fait des montées et descentes ? Moi, personnellement, si ça s'arrête à la fin des matchs allés, vous imaginez l'inéquité. Alors, certains se seront déplacés plus que d'autres. Enfin bon, mais on peut. Les textes disent maintenant, c'est ce que disait David Gickel, qu'un championnat disputé de moitié peut proclamer des montées et des descentes. Voilà, on peut. Maintenant, on peut le faire. Maintenant, est-ce qu'il faut le faire ? Ça, c'est une autre question. Mais en tout cas, on ne nous parle plus de play-off. C'est-à-dire, c'est soit on reprend fin mars pour aller jusqu'à la fin des matchs allés, soit on ne reprend pas. Mais en tout cas, le scénario de reprendre pour finir sur des playoffs comme le N2, ça, visiblement, aujourd'hui, c'est oublié. Merci, messieurs, d'avoir disserté longuement sur ce foot en Normandie, mais aussi sur les deux clubs professionnels de Ligue 2 de notre région. Merci à vous, Adrien Casanova du Courrier Cauchois. Merci à vous, Christophe Lécuyer d'RMC Sport. Et merci à vous, Aurélien Renaud du foot normand. On se retrouve très très vite. N'oubliez pas, dès samedi soir, en direct et en intégralité, Caen, Paris FC à partir de 18h55 sur tendanceouest.com et en duplex fil rouge, le déplacement du HAC du côté de Pau. D'ici là, passez une très belle semaine à l'écoute de Tendance Ouest et sur tendanceouest.com. Salut. Podcast by Tendance Ouest.